Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, franchement je pense que c'est l'une des meilleures de la chaîne, l'une des plus grosses, qui m'a demandé énormément d'énergie et de travail. Ce que vous allez voir, c'est plusieurs semaines de mon côté de recherche, de montage, etc. pour vous proposer 270 anecdotes autour du film qui est sorti il y a pas longtemps au moment où je m'enregistre, les 4 fantastiques premiers pas, The Fantastic Four First Steps. Il y a des fun facts autour du tournage, autour des acteurs, autour de la production, autour du casting qui a été un enfer pour le coup. Il y a plein de petits faits vachement cool, je pense qu'il y en a plein que vous connaissez pas, il y en a d'autres que vous connaîtrez c'est sûr, mais il y en a d'autres, je suis sûr que vous allez être surpris de pas mal de petits faits, voilà, justement entourant ce film. On va aussi revenir sur les caméos qu'il y a dans le film, mais on va pas par contre revenir sur les détails cachés. Il y aura une vidéo que je vais faire sûrement dans les prochains mois où je vous montrerai tous les détails cachés du film, mais là je trouve que ça a assez peu d'intérêt dans le sens où on n'a pas encore vraiment les images, etc. Donc là on va se contenter des trucs un petit peu annexes qui concernent le film et bien sûr justement les caméos. Et si vous voulez soutenir cette vidéo, c'est simple, likez, vraiment, peut-être que ce sera le début d'un nouveau concept. Allez, à 500 pouces bleus, je suis totalement fou, mais on fera d'autres épisodes, peut-être sur d'autres films du MCU, peut-être sur les films qui arrivent du MCU, peut-être sur d'autres films, ça peut être vraiment intéressant. Mais voilà, j'aimerais aussi faire de l'espace commentaire de cette vidéo un espace où vous pouvez compléter si j'ai oublié des informations, des trucs vraiment sympas qui auraient mérité de figurer dans cette vidéo. N'hésitez pas à le dire, comme ça il y aura vraiment quelque chose de complet. La vidéo plus les commentaires feront vraiment un tout autour de ce film. C'est vraiment ce que j'espère faire. Voilà, j'espère surtout que la vidéo va vous plaire parce que j'y ai mis beaucoup de cœur. Et je vais vous laisser avec celle-ci. C'est parti pour 270 anecdotes autour des 4 fantastiques. The Fantastic Four First Steps, ou les 4 fantastiques premiers pas, est le 37e film du MCU, ainsi que le tout premier film de la phase 6 du Marvel Cinematic Universe. Les 4 fantastiques sont parmi les personnages Marvel préférés du boss de Marvel Studios, Kevin Feige, qui a donc voulu les adapter dès qu'il en a eu la possibilité, mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler. Il a déclaré qu'il voulait, je cite, leur rendre justice. Le projet est mentionné pour la première fois au Comic-Con de San Diego le 21 juillet 2019, au cours duquel Kevin Feige laisse entendre que le film est en développement. I didn't even have time to talk about the Fantastic Four. Le film est ensuite concrètement annoncé lors du Disney Investor Day le 13 décembre 2020. À l'occasion de cette annonce, on apprend que c'est Jon Watts qui devait initialement réaliser le film pour Marvel Studios. Le réalisateur, connu pour s'être occupé des 3 films Spider-Man du MCU, Homecoming, Far From Home et No Way Home, avait été choisi pour prendre les rênes de ce nouveau projet. Mais en avril 2022, il a été confirmé que Jon Watts se retirait de la réalisation. Selon plusieurs sources, il aurait décidé de faire une pause après avoir enchaîné plusieurs films de super-héros. Il s'est ensuite dirigé vers la réalisation de la série Star Wars Skeleton Crew et du film Wolf avec Brad Pitt et George Clooney pour Apple. Ce n'est que mon avis, mais il est possible qu'il ait été poussé vers la sortie, tout comme du film Spider-Man 4, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le film, je pense. Étant connu comme un yes man n'ayant pas trop de personnalité derrière la caméra. À la fin du mois d'août, Matt Shakman était en pourparlers pour la réalisation, aux côtés de Michael Matthews et Reid Caroline, qui faisaient aussi partie de la liste. Shakman était la personne à abattre pour les prétendants du fait qu'il s'entendait très bien avec Kevin Feige après avoir réalisé la mini-série Disney+ WandaVision pour Marvel en 2021. Marvel Studios a finalement embauché Shakman en septembre 2022 comme nouveau réalisateur. Il ne s'agit seulement que de son 2e film après Helltown en 2014 avec Liam Hemsworth, le frère de Chris Hemsworth. John Malkovich, qui a été annoncé au casting du film, était déjà dans le premier film de Matt Shakman de 2014, ce qui fait qu'il a à ce jour tourné dans tous les films de Matt Shakman. C'est assez sympa à notifier. Il devait jouer Ivan Kragoff, alias Red Ghost, le fantôme rouge comme on a pu le constater dès le premier teaser, qui est un ennemi que les 4 fantastiques ont affronté à plusieurs reprises depuis le numéro 13 de 1963, à une époque de guerre froide. Il représente la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS. Dans sa première apparition, l'équipe lui est opposée pour atteindre l'espace. Il contrôle mentalement 3 singes possédant des pouvoirs spéciaux et va revenir à plusieurs reprises jusqu'à devenir un antagoniste culte du lore des 4 fantastiques. Mais malheureusement, on a appris quelques jours avant la sortie du film que son rôle avait été totalement coupé du montage final. C'est fou de se dire qu'un acteur doublement nominé aux Oscars a été supprimé de ce film. Matt Shakman a dit que c'était un artiste avec qui il adorait travailler et que c'était un déchirement. Mais c'est bien sûr pas les seules scènes à avoir été coupées au montage. Il y a eu énormément de scènes qu'on a pu retrouver dans les différents trailers et teasers de la promotion qui ont été retirées du Final Cut. Donc c'est un film qui a été pas mal rushé. We intentionally
wrote and shot a lot more than we ended up using or needing to use for their past. You know, there's a ton of stuff that, you know, you've seen probably bits and pieces of the tour of the Baxter Building or Reed's Mr. Fantastic Show or even Ben on the Dating Game. We shot all these things because we knew we needed to build a big world and we needed to explain what they'd been doing for 4 years because our movie started 4 years after that. And we ultimately couldn't use all of it. Matt Shakman a révélé être tombé amoureux des 4 Fantastiques lorsqu'il était enfant, alors qu'il grandissait à Ventura, en Californie. Découvrir une famille de super-héros qui lui semblait si familière l'avait complètement bouleversé et il était émerveillé par leur univers. Ce qu'il aimait, c'est que certes, Sue, Reed, Ben et Johnny avaient des pouvoirs extraordinaires, mais qu'ils étaient d'abord une famille, ensuite des scientifiques et des explorateurs, et ne devenaient des super-héros que lorsque c'était absolument nécessaire. Shakman a carrément dû se retirer d'un projet de film Star Trek qu'il chapeautait pour s'occuper des 4 Fantastiques, parce qu'il ne voulait pas laisser passer cette occasion en or. Revenons au film, le logo a changé. À l'époque de l'annonce du Disney Investor Day en 2020, il avait l'air d'avoir une patte très moderniste. Dans la première version de Watts, on peut supposer que les 4 Fantastiques se déroulaient dans un univers plutôt futuriste, contrairement à ce que le projet va devenir, même si il garde une partie de l'idée. Un logo très légèrement différent a fait son apparition en 2022 avec un éclairage différent, mais pas d'énormes changements. C'est le 14 février 2024 que le logo définitif a été dévoilé, devenant ainsi The Fantastic Four First Steps. Le logo rappelle directement une esthétique rétro-futuriste inspirée de l'imaginaire des années 60, liée à l'ambiance du film et des enseignes publicitaires de l'époque. La police utilisée dans le nouveau logo est la police Condor en médium condensé et italique avec des légères modifications comme l'ajout d'un empattement à la majuscule F. Pour la première fois de l'histoire de Marvel Studios, leur logo n'est pas rouge au-dessus du titre mais bleu avec une police totalement différente. Le logo Marvel fait directement référence à celui du Dome Cinerama à Los Angeles ouvert dans les années 60, plus précisément 1963. Le film devait sortir originellement le 8 novembre 2024 comme annoncé au San Diego Comic Con de juillet 2022, mais en octobre 2022 le film est reporté jusqu'en février 2025, puis décalé le 13 juin 2023 en mai 2025, avant d'être fixé pour le 25 juillet 2025 date américaine, et ce en février 2024. Le film se déroulera donc dans un univers rétro-futuriste des années 60, c'est le premier film du MCU qui introduit des personnages principaux issus d'un autre univers, parce qu'il y avait bel et bien Deadpool et Wolverine, qui étaient des personnages d'autres univers, mais qui avaient été introduits dans des films qui ne faisaient pas partie du MCU. L'esthétique rétro-futuriste, elle est fortement inspirée par l'ambiance Space Age de les séries animées Les Jetsons, sorties en 1962, et qui illustrent la vision du futur de l'époque. Les buildings et les intérieurs ressemblent pas mal dans le film Les 4 Fantastiques aux Skypad Apartments des Jetsons. L'artiste Sid Mead et sa vision rétro-futuriste et techno-optimiste a aussi été une très grande inspiration pour Matt Shakman et ses équipes, comme Shakman l'a lui-même confirmé. Le fait de placer l'intrigue dans les années 60 est un hommage à la période à laquelle les héros ont été créés, en 1961, dans un cadre très particulier. S'ils s'en vont dans l'espace la première fois, c'est que la guerre froide et la course à l'espace font rage dans la réalité. L'univers dans le film s'appelle l'univers 828. Ce n'est pas sans rappeler l'univers 838 de Doctor Strange et The Multiverse of Madness dans lequel on découvre les Illuminati, mais en fait là, pas grand chose à voir, puisque c'est en référence à l'anniversaire du co-créateur, le dessinateur Jack Kirby, qui était le 28 août, et ça s'écrit comment 28 août en anglais? Eh bien 828, quel bel hommage aux créatifs qui sont derrière ces personnages. Et ça ne s'arrête pas là, puisque les deux créateurs de ces personnages, Jack Kirby mais aussi Stan Lee, sont montrés dans le film en tant que petits caméos de leur version jeune dans les années 60 quand la surfeuse arrive, et franchement, ça, c'était un clin d'œil vraiment excellent. Tout comme le love interest de Ben Grimm dans le film, qui est un personnage original, créé en fait pour le film, campé par Natasha Lyonne, qui s'appelle Rachel Roseman. Et bien en réalité, c'est une référence directe à la femme de Jack Kirby qui s'appelait Rose Goldstein. C'est un tribute à ce créateur qui est trop peu connu du grand public. Le casting a été extrêmement laborieux et Matt Shakman a confirmé que ça avait été le processus le plus délicat et le défi numéro 1 du film. Il ne s'agissait pas seulement de trouver le meilleur Ben ou le meilleur Johnny, mais la meilleure famille, le meilleur couple, les meilleurs frères et sœurs et l'oncle. L'un des buts premiers était de rechercher l'alchimie entre les quatre, et le casting laborieux, pour le coup, on l'a vu. Le casting aurait commencé officiellement en février 2023, même si Marvel avait déjà rencontré des acteurs depuis début 2022, avec comme priorité trouver Susan Storm, la femme invisible, qui serait au centre de l'équipe. Ils cherchaient des acteurs de plus de 30 ans pour Reed Richards et Sue Storm, car ils savaient qu'ils allaient être parents dans le film, mais on va en reparler.
Je ne vais pas revenir sur absolument toutes les rumeurs et pressentis parce qu'il y en a beaucoup trop et sûrement qu'un jour je ferai une vidéo complète sur cette galère, mais je vais quand même vous faire un tour d'horizon et vous résumer les principaux acteurs qui auraient pu être castés, parfois très proches de décrocher le rôle, dans le casting le plus laborieux que j'ai jamais vu, mais on va commencer par le casting le plus simple, celui de la chose. On a appris dès le début que l'acteur recherché pour jouer Ben Grimm était juif, car le personnage en lui-même est juif, en référence à son créateur Jack Kirby, qui a mis beaucoup de lui dans ce personnage et en a fait un hommage à son père. Oui, parce que son père s'appelait Benjamin. Tout comme Kirby, il est issu des quartiers populaires juifs du Lower East Side de New York, la fameuse Yancey Street que l'on verra dans le film, partageant la même culture, le même caractère et même l'habitude de fumer le cigare, même si pas sûr que ce soit reproduit dans le MCU. Bref, alors que ça a été catastrophique parce qu'on a appris vers avril 2023 que la chose pourrait être incarnée par une femme dans le film, je sais pas si c'était vrai, mais on aurait eu des actrices comme Mila Kunis qui auraient été contactées, le premier acteur à sérieusement s'approcher du rôle a été David Diggs qui a été très proche de signer en mai 2023, mais ça ne s'est finalement pas fait et à partir d'août c'est Ebon Moss-Backrack qui était en tête de liste et qui a fini par définitivement rejoindre le film fin 2023. L'acteur David Krumholtz a aussi rencontré Jackman au sujet du rôle après avoir fait une campagne en ligne, mais sans succès. Ebon Moss-Backrack a été le premier acteur choisi des 4 membres du groupe. Il est connu principalement depuis 2022 où il connaît un immense succès critique pour son interprétation de Richie Jerimovich dans la excellente série The Bear, un rôle qui lui a valu plusieurs récompenses dont l'Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie. Il n'est factuellement pas vraiment juif au sens de la loi juif orthodoxe, mais son père l'était et il porte donc cet héritage en lui. C'est son deuxième projet Marvel puisqu'il a joué Micro dans la série Punisher, qui est désormais canon au MCU, donc en soi il joue 2 rôles différents dans cet univers. Étrange, mais ok. Il est temps de se pencher sur le casting de Johnny Storm qui a été un peu plus difficile. Fin 2022, l'équipe d'Austin Butler essaie de convaincre Marvel de le prendre pour le rôle. En janvier 2023, Rudy Panko est mentionné par plusieurs sources comme étant la piste principale. En avril-mai 2023, Paul Mescal est très proche de décrocher le rôle, mais obligé d'y renoncer pour une raison assez mystérieuse, même si ce serait pour des conflits d'emploi du temps. On parle ensuite de Jack Quaid au cours de l'été pour la Torche Humaine, ainsi que de Joseph Quinn, qui va petit à petit se distinguer et décrocher le rôle. Joseph Quinn, eh bien c'est l'acteur britannique principalement connu pour son rôle d'Eddie Munson dans Stranger Things et son apparition dans Game of Thrones en tant que Connor, et au cinéma ses rôles dans Sans un bruit jour 1 et Gladiator 2 en 2024 en Empereur Guetta. D'ailleurs il avait déjà travaillé avec Matt Shakman puisque Matt Shakman avait réalisé déjà 2 épisodes de la série Game of Thrones, dont celui dans lequel apparaît Joseph Quinn. C'est pour ça que ça a été facile pour les relations et pour le rôle de Johnny pour lui proposer, parce que les deux s'entendaient déjà plutôt bien. Nicolas Galitzine a également fait l'objet d'ailleurs de certaines rumeurs concernant le rôle de Johnny et aurait eu des conversations à ce sujet avec Marvel. Ça, on l'a appris aussi. Quand il a appris qu'il était choisi dans le rôle, Quinn, il était en Croatie avec des amis et il a reçu un appel de Jackman avec qui il avait seulement eu une petite conversation Zoom un mois auparavant et il y croyait même plus et il a été super content. Enchaînons maintenant avec Susan Storm, mais là ça se complexifie grandement. En mars 2021, Jennifer Lawrence était en négociation avec Marvel Studios pour le rôle. En septembre 2022, c'est au tour de l'actrice Daisy Edgar Jones d'être contactée. Le même mois, Marvel aurait finalement trouvé son actrice en la personne de Jodie Comer, qui aurait été très très proche de signer. Mais 3 mois plus tard, on apprend que le premier choix de Marvel est maintenant Eiza Gonzalez. En janvier 2023, l'actrice Amanda Seyfried est approchée. En février, c'est une actrice du type Dakota Johnson qui est recherchée. En avril 2023, Vanessa Kirby apparaît pour la première fois dans la course au rôle, aux côtés de Jodie Comer, toujours, Mila Kunis, mais aussi Allison Williams, qui seraient les 4 prétendantes finales, même si Amanda Seyfried est toujours en négociation à cette époque. Et le nom de Kristen Bell est aussi mentionné à la fin du mois. En mai 2023, le rôle est présentement proposé à Margot Robbie, actrice connue pour ses rôles de Harley Quinn ou encore de Barbie, qui est le choix définitif des studios. Et on apprend à ce moment-là que le rôle avait été offert en premier à Emma Stone, qui a refusé l'offre pour cause d'un salaire trop peu élevé. Mais retournement de situation, en juin, alors que Robbie devait le faire, elle est écartée et c'est Vanessa Kirby qui reçoit la proposition, elle qui était le premier choix personnel du réalisateur Matt Shakman dès le début du casting. C'est sûr, en août, Kirby est embauchée et c'est elle qui jouera le personnage, connu pour son rôle dans la saga Mission Impossible ou encore ses prestations dans Napoléon, The Sun, et nominée à l'Oscar de la meilleure actrice pour Pieces of a Woman en 2020. Vanessa Kirby a expliqué que 3 stars du MCU, Sebastian Stan qui joue Bucky Barnes le soldat d'hiver, Mark Ruffalo, Hulk et Jake Gyllenhaal qui joue de son côté Mysterio, lui ont donné des conseils avant de rejoindre l'univers Marvel. Elle a aussi mentionné Florence Pugh, mais finalement non, alors on sait pas trop. Venons-en à Reed Richards, aka
Mr. Fantastic, car ça a été peut-être le pire de tous. Depuis le début des années 2020, c'est John Krasinski qui est plébiscité par les fans pour jouer Reed, qu'il a incarné finalement dans Doctor Strange The Multiverse of Madness. Mais on sait fin 2022 qu'il ne reviendra pas pour le film Les 4 Fantastiques. La shortlist pour le rôle comprendra à cette époque, je cite, un acteur de Star Wars, un acteur de Netflix, un acteur de chez Christopher Nolan, un acteur d'une autre franchise et un acteur d'un autre film Disney en prise de vue réelle. Aucun nom précis n'avait été fourni, mais à l'époque il y avait des rumeurs autour de Joseph Gordon-Levitt qui pourrait coller à l'acteur de Nolan, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur Inception. Dès octobre 2022, la personne qui va être le plus mentionnée est approchée, Adam Driver, qui à l'époque prétend a priori soit à Reed, soit à Doctor Doom. Des acteurs issus de la diversité sont recherchés par Marvel pour Reed. L'un d'entre eux était Diego Luna, connu pour être Andor dans l'univers de Star Wars. Sur l'année 2023, d'autres noms affluent, Penn Badgley, mais également Ryan Gosling en janvier, ou encore Dev Patel en février. On apprendra aussi que des acteurs comme Jamie Dornan et Christopher Abbott, et même Raoul Collie ont tous été en contact avec Marvel Studios pour le rôle. Et que l'acteur David Tennant voulait absolument jouer Reed Richards et s'est proposé, mais finalement il n'a pas été choisi. C'est Adam Driver qui accepte au terme de longues négociations en avril, et il ne reste plus qu'à signer les contrats, mais tout comme Robbie, il va finalement se détourner du projet au dernier moment et quitte le navire également en juin, même si la porte n'a pas été fermée totalement, car il prévoyait aussi à ce moment-là de rencontrer Marvel après la grève des acteurs qui a duré de juillet à novembre pour lire le nouveau scénario, mais bon, ça n'a pas eu de suite. Ensuite, on a eu d'autres acteurs qui sont rentrés en contact avec Marvel comme Matt Smith qui a reçu une offre en août, mais Smith a décliné et elle est allée à Jake Gyllenhaal, qui était en pole position jusqu'en novembre où il décline lui aussi. Et c'est à ce moment-là que Pedro Pascal rentre en réelle négociation et est le seul acteur proche du rôle depuis environ septembre-octobre, et c'est en janvier qu'il est définitivement choisi. Il a été le dernier acteur pris pour le film parmi les 4 rôles titres, en partie parce que son calendrier était complexe. Il tourne The Last of Us en début d'année, puis Eddington d'Ari Aster de mars à mai 2024, de mai à juin il tourne dans The Materialist de Céline Song, et il devait aussi jongler avec sa participation dans The Mandalorian and Grogu, filmé d'août à décembre 2024, mais en grande partie sans lui puisqu'il fait principalement la voix. Joseph Quinn avait demandé et avait parlé aussi à Pascal, notamment au propos de conseils pour le film Les 4 Fantastiques sur le tournage de Gladiator 2 dans lesquels les deux acteurs partagent l'affiche, sans savoir à l'époque que Pascal était en pourparlers pour jouer Reed à peu près en même temps. D'ailleurs, en juillet 2025, 3 films sortent le même mois avec Pedro Pascal en France, Eddington le 16 juillet, Materialist le 2 juillet et Fantastic Four le 23 juillet. Le choix de Pedro Pascal a été extrêmement critiqué, par moi le premier, parce que plusieurs éléments venaient entrer en ligne de compte, notamment principalement le fait que son physique est très éloigné du Reed des comics, portant sa moustache qu'il refuse absolument d'enlever depuis qu'il s'est trouvé un peu laid sur le tournage de Wonder Woman 1984. Mais Pedro Pascal a confirmé qu'il ne cherchait pas à se différencier à tout prix des précédentes adaptations, qu'il s'est inspiré de tout ce qui était fait pour s'imprégner du personnage et notamment des comics, en essayant de tirer le meilleur parti des versions passées qui ont été faites. Il a confié qu'il était conscient du mécontentement suscité par son casting, il était plus critiqué que tout ce qu'il avait fait avant, il sait qu'on l'a jugé, je cite, de trop vieux, pas bien, qui devrait se raser. Le tournage a été retardé entre juillet et septembre, ce qui a conduit Pascal à renoncer à son engagement dans le film Weapons, dans lequel il devait tourner, parce qu'il voulait absolument rejoindre le film. Pascal n'avait pas prévu d'accepter un tel rôle et a déclaré que le film a grandement changé ses plans, et ce au dernier moment. Il nous a aussi appris que Marvel Studios lui a demandé, avec le reste de l'équipe, de trouver un accent mid-atlantique des années 60 dans The Fantastic Four First Steps, et ils avaient tous un coach de dialecte qui devait les aider à adopter ce style d'accent, et en fait il était tellement impliqué dans cet accent que parfois il en faisait trop et on lui a demandé d'en faire un petit peu moins. Well, welcome to the family, July 25th, summer 20, you know, and they were like, talk more like yourself, and I had a hard time doing that because I was so into the era. Matt Shakman a cherché pour Reed un acteur capable de captiver les spectateurs et d'incarner toutes les personnalités de Reed Richards, le trait cérébral, le héros de film d'action, le leader, le mari, le père, l'ami, et Pedro a été un choix qu'il a aimé. Surtout que Pedro et lui se connaissent de très longue date et ont failli vivre ensemble au début de leur carrière, en tant que coloc. J'ai adoré ce fun fact, en fait vers 1999, ils partageaient le même agent et Shakman a envisagé d'emménager dans l'appartement de Pascal quand il ressemblait encore à ce jeune homme, mais a décidé de ne pas le faire parce qu'il n'aimait pas l'appartement, tout simplement. Malgré tout, ils sont restés en contact et ont suivi leur carrière respective pendant plus de 25 ans avant de tourner ensemble. C'est une très belle histoire. Une autre belle histoire, c'est que les deux ont eu des discussions de plusieurs heures à propos du rôle, mais pas que sur leur vie. En fait, ils se sont retrouvés pour discuter sous le prétexte du film. Et évidemment, c'était à une époque où Pedro n'avait pas encore signé pour rejoindre le film et où il doutait, et donc la réunion, le meeting avait pour but de savoir un peu comment il le sentait. Et le dimanche suivant,
Pedro se balade avec un ami dans New York et parle justement de la possibilité de Reed, et à ce moment-là, une personne vient en face d'eux. Je vous laisse écouter parce que c'est assez fou. This person walks by and says, "Get ready to buy some lemonade." And I was like, well, what does that mean? And there's a little girl who's going to sell you some lemonade and there's no way you're going to get around it. And I was like, all right. We go around the corner. We see this little blonde girl, little 6-year-old voguing. She sees us and then she pauses and then she runs and she stands behind a lemonade stand. And we get there and she's like, charmingly sells us lemonade. And then I'm like buying the lemonade and I hear, "What are you doing here?" And I look up and it's Matt Shackman and it's his daughter selling me lemonade. And my friend was like, "I guess you're doing Fantastic Four." And I was like, "You're damn right, I'm doing it." La fille de Matt Shackman, Maisie, que vous pouvez d'ailleurs découvrir dans le film puisqu'elle fait un petit caméo au début du film dans une scène avec la torche humaine. Selon Shackman, elle voulait vraiment le faire et voilà, ils l'ont attachée à des fils pour qu'elle puisse voler et elle s'est vraiment éclatée, elle a adoré l'expérience. Sa fonction de père a largement influencé la vision de Shackman pour ce film et il voulait absolument une scène de naissance qui a eu lieu. Et voilà, c'était vraiment sa revendication numéro 1. Yeah, I've loved the Fantastic Four since I was a kid. And so, yeah, it was always aspirational for me. And then coming to it now, now that I'm a husband, now that I'm a father, I view it differently than I did as a kid, and I think everybody who makes an adaptation of something that they love, whether it's a book or a comic book, they're bringing themselves to it, right? They're looking at that story through the lens of their own life. And so for me, I look at it as a dad, I look at it as a husband, and I see so much of my daughter in this movie. I see so much of my wife in these characters, and the dynamic that I have with them is part of the dynamic of this movie. Le casting définitif a été officiellement dévoilé par une affiche à l'occasion de la Saint-Valentin le 14 février 2024. Même si les acteurs ne se sont pas rencontrés pendant le processus de casting, ils n'ont passé de screen test, un processus a été mis en place pour créer une alchimie entre eux. Le processus comprenait des répétitions de 3 semaines, une salle au décor des années 60, les acteurs qui ont appris des danses de l'époque avec des diffusions d'images d'archives de la NASA. Joseph Quinn a révélé qu'ils ont un groupe de discussion qui n'est pas WhatsApp appelé ABBA, en référence au célèbre groupe de pop suédoise des années 70-80 qui portait ce nom, et ils étaient 4, jolie référence. Enfin bref, il a été créé par Pedro Pascal ce groupe, et il a cru qu'il était le seul à pouvoir changer le nom, et a priori non, du coup il s'est un peu ridiculisé en interview. Mais pourquoi le casting a été aussi compliqué? J'aimerais revenir là-dessus parce que c'est important. Le casting des 4 Fantastiques, il est impossible à séparer du contexte dans lequel il a eu lieu. À ce moment-là, Marvel traverse une grosse période de creux, les films sont démontés par la critique et même les fans commencent à décrocher, les échecs s'enchaînent et plus personne n'a vraiment envie de bosser avec un studio en perte de vitesse. Résultat, aucun acteur de premier plan ne veut signer sur un projet jugé trop risqué pour sa carrière. Beaucoup d'acteurs ont donc décliné les offres. Il faut dire qu'intégrer le MCU, ce n'est pas juste faire un film 4 Fantastiques, c'est potentiellement apparaître dans les prochains films Avengers et d'autres projets, donc bloquer son agenda pour plusieurs années, et forcément ça refroidit. Marvel a quand même tenté de faire venir des noms connus, mais ça n'a souvent pas abouti. C'est aussi une question de cachet, parce que Marvel a fini par changer d'approche. Au départ, ils voulaient du très lourd au niveau casting, mais face au coût et à la pression du moment, ils ont décidé de réduire un peu la voilure. C'est pour ça qu'il y a un moment, tout le monde était persuadé que le casting allait être Adam Driver, Paul Mescal, Margot Robbie et David Diggs, sauf qu'au final, ils ont tous quitté le projet, et en plus de tout ça, il y avait aussi la grève des acteurs qui a ralenti et compliqué encore les négociations. Bref, le tournage de ce film s'est déroulé du 30 juillet 2024 jusqu'à décembre 2024. En réalité, il y a une période de pré-shooting en amont où les acteurs ont commencé par filmer des séquences de flashback avant de devenir les Fantastic Four, mais voilà. Blue Moon était le titre de production du film, qui est peut-être une référence à l'habitat du Watcher de Uatu, le gardien dans les comics. Le tournage principal s'est déroulé principalement au studio Pinewood à Londres, avec de vrais grands décors construits sur place, notamment Yancey Street ou encore le Times Square de cet univers et bien d'autres, ainsi que des petits éléments. Et Bonmoss Backrack a dit que certains décors étaient si bien faits qu'il se sentait chez lui. Étant New-Yorkais et ayant passé beaucoup de temps sur Essex Street, Delancey Street ou Clinton Street, il a trouvé que la production avait magnifiquement recréé la même atmosphère, et parfois il était même surpris de se retrouver à Londres parce qu'il se sentait vraiment dans le Lower East Side. Une partie du décor de la Yancey Street dans le film a réutilisé le set du combat final de Deadpool et Wolverine. Petite anecdote que je trouvais importante, en tout cas nécessaire. Il y a eu aussi des scènes majeures tournées sur la plage entourant la célèbre arche rocheuse de Durdledor sur la côte sud de l'Angleterre en octobre. Joseph Quinn a été aperçu en costume seul face à la mer. Certaines scènes ont été filmées à la mine de Middletown dans le Derbyshire Dales. La mine possède d'immenses tunnels souterrains qui sont souvent utilisés pour des films. Le réseau de tunnels a servi au tournage de Mission Impossible The Final Reckoning par exemple, juste avant les 4 Fantastiques. Après le tournage des 4F, le plateau a été laissé sur place un peu à l'abandon et a été découvert par des explorateurs
décor urbain en décembre 2024. Ils l'ont peut-être laissé là au cas où il y ait besoin de reshoot, mais c'est assez marrant. Ces scènes seront celles qui se passent dans Subterranea, le royaume souterrain, en partie utilisé par l'Homme Taupe. L'Homme Taupe est effectivement dans le film, joué par Paul Walter Hauser, lui qui est le tout premier antagoniste de l'histoire de Marvel Comics, car c'est lui qui affronte les 4 Fantastiques dans le premier numéro du 1er novembre 1961, et sur ce cover, on voit aussi Giganto, la créature de l'Homme Taupe, qui figure dans le film. Donc, en soi, la toute première image de l'histoire de Marvel a été reproduite dans le film, et en plus, avec les costumes originaux des 4 Fantastiques. Le tournage s'est déroulé aussi en partie à Oviedo, au sud de l'Espagne. La production s'est installée au Calatrava d'Oviedo pour une semaine de tournage du mardi 19 au vendredi 22 novembre 2024. Vers la fin de la production, il ont été filmées des scènes au QG des Nations Unies du film. Le palais d'exposition des congrès d'Oviedo, il a été inauguré en mai 2011 et possède une architecture moderne assez propice au film. À l'occasion de son passage à Oviedo, le réalisateur Matt Shakman a visité un magasin de BD, Hangar Rebelde, qui avait décoré sa devanture pour célébrer le tournage du film dans la ville. Le propriétaire explique que Shakman y a fini par acheter un exemplaire des Fantastic Four de Tom Scioli, Grand Design de 2019. D'ailleurs, à l'occasion du tournage, un mystérieux acteur se trouvait sur le plateau et était camouflé par l'équipe. Les théories sont allées bon train sur la personne que c'était, Robert Downey Jr. pour certains, Johan Gruffud pour d'autres, ou encore Tom Hiddleston. On ne saura peut-être jamais, puisque manifestement, la scène a été coupée du film, même si certaines rumeurs disaient que Chris Evans avait tourné des scènes pour le film. Pinewood est le même studio qui a accueilli le tournage d'Avengers Doomsday qui a commencé 5 mois après la fin de celui-ci, dans lequel les 4 Fantastiques sont aussi impliqués. En effet, comme annoncé le 27 juillet 2024 au Comic-Con de San Diego, ils ont été les premiers héros à avoir été confirmés de retour dans Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars. Les 4 Fantastiques vont donc apparaître dans 3 films sur 3 ans, un record, surtout que cela pourrait être 4 en 4 ans, car on a appris qu'ils développaient une suite au film pour 2028. En dehors des suites, petit fait sympa, il y a eu une adaptation des 4 Fantastiques tous les 10 ans au 21e siècle, une en 2005, avec Johan Gruffud en Mr. Fantastic, Jessica Alba en Femme Invisible, Michael Chiklis en Ben Grimm et Chris Evans en La Torche Humaine, oui, notre Captain America, une en 2015, Cataclysmic avec Miles Taylor en Reed Richards, Kate Mara en Femme Invisible, Jamie Bell en Ben et Michael B. Jordan en Johnny, et une en 2025 dont on parle dans cette vidéo. C'est le 4e film 4 Fantastiques à sortir au cinéma, le chiffre est symbolique au vu de l'équipe, mais c'est le 5e film 4 Fantastiques en live action, car il y en a eu un qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais été distribué, mais qui a été tourné et monté. C'est celui de 94 par Roger Corman, avec Alex Hyde-White, Rebecca Stabb, Jay Underwood et Michael Bailey Smith. Je vous invite à aller voir la vidéo de Nicolas Delage qui raconte super bien cette histoire. Soit dit en passant, parce que c'est quand même vraiment à notifier, eh bien chacun des acteurs de ce film abandonné fait un caméo dans ce film dont on parle. C'est un très bel hommage, d'autant qu'ils ont en plus été invités à l'avant-première. En revanche, c'était le premier film 4 Fantastiques de Marvel Studios. Celui de 94 était produit par Constantine Film, qui avait les droits signés depuis 1986, et tous les longs métrages du 21e siècle ont été produits par la 20th Century Fox, qui a récupéré les droits des personnages en 2004 en les rachetant à Constantine Film. D'ailleurs, c'est assez étrange puisque Constantine Film a partagé le trailer des 4 Fantastiques sur son compte Instagram comme s'ils étaient toujours attachés de près ou de loin aux droits. Ça, j'avoue que j'en sais rien, sauf que vous le savez, la Fox a été rachetée par Disney le 20 mars 2019 pour 71,3 milliards de dollars. Ce rachat a permis à Disney d'acquérir des actifs majeurs et in fine les 4 Fantastiques et les X-Men, sauf que Disney possède aussi le MCU et donc les 4 Fantastiques ont pu rejoindre le MCU. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur les affiches ou dans les trailers du film, vous allez remarquer que la Fox est mentionnée toujours avant Marvel, tout simplement parce qu'en réalité les droits appartiennent toujours à la Fox, mais grâce à la possession de Disney, ils peuvent utiliser ces personnages dans le film Marvel. C'est la première fois également en juillet 2025 qu'un film Superman et un film 4 Fantastiques sortent le même mois et même la même année, soit le premier héros de DC Comics et les premiers héros de Marvel. Pourtant, ça n'était pas loin puisque Superman Returns est sorti en juillet 2006, pile entre 2 films 4 Fantastiques. Et l'info est plutôt marrante, c'est la première fois qu'un film introduit Superman et ne s'attarde pas sur son origin story, et c'était aussi le cas pour les 4 Fantastiques, d'autant que dans le film Superman, il est Superman depuis 3 ans, et dans les 4 Fantastiques, ils sont les 4 Fantastiques depuis 4 ans, un parallèle que je trouve super intéressant. Cela fait longtemps que Marvel a annoncé qu'il ne voulait pas raconter encore les origines des personnages. Dès juillet 2022, Kevin Feige a confirmé qu'il ne s'agirait pas d'une origin story. Il a expliqué que beaucoup de gens connaissent déjà cette histoire et que l'objectif du MCU est d'apporter quelque chose que le public n'a jamais vu auparavant, un peu à la manière du Spider-Man introduit dans Homecoming sans qu'on ne sache jamais la nature de ses pouvoirs en détail. Matt Shakman a dit qu'il ne s'intéressait pas aux autres films, mais plus aux comics pour construire son film, puisque c'est un grand fan des comics.
Herbie est dans le film. Herbie, c'est l'acronyme de Humanoid Experimental Robot, B-Type Integrated Electronics. Bon, on va rester sur Herbie, c'est un robot qui a été créé à l'origine par Stan Lee et Jack Kirby pour la série animée Fantastic Four en 1978. Oui, presque 20 ans après les Fantastiques par les mêmes créateurs. Il a ensuite été introduit par John Byrne dans les comics à partir de Fantastic Four numéro 209 publié en août 1979, et il a été créé entre autres pour rechercher Galactus et s'occuper des tâches ménagères. Et dans la série animée donc de 78, il remplace Johnny Storm qui n'est pas dans la série. C'est assez marrant, mais c'est le 4e membre des 4 Fantastiques. L'équipe du film a donné vie aux idées de Matt Shakman en créant un Herbie bien réel, un robot animatronique contrôlé à distance mêlant effets pratiques, marionnettes et parfois CGI. Dans le film, c'est Jack Parker qui a manipulé la marionnette animatronique d'Herbie dans la volonté de se rapprocher de la manière de faire des droïdes de Star Wars. D'ailleurs, Parker a aidé aussi à animer le droïde Pip dans The Acolyte. Donc voilà, vous le saurez maintenant. C'est Matthew Wood, bien connu pour être la voix du général Grievous dans la saga Star Wars, qui prête sa voix à Herbie dans le film. Pour info, il a été nommé 5 fois aux Oscars pour le son des films comme There Will Be Blood, Wall-E ou Star Wars de 7 à 9. Aussi, 2 versions du Fantasticar, la voiture volante de l'équipe, ont été construites pour le film. Parmi elles, une version dispose d'un intérieur complet conçu spécifiquement pour les scènes mettant en avant l'équipe à bord du véhicule. Au SDCC 2024, la voiture du film a été montrée volant au-dessus de la foule. C'était assez impressionnant, je sais pas du tout comment ils ont fait. Cette version sera par ailleurs le 2e Fantasticar présenté dans le MCU après celui de Deadpool et Wolverine dans le Vortex, le Void qui se rapproche un peu plus de la première version des comics présentée dans Fantastic Four numéro 3, même si elle a été souvent renommée la baignoire volante car un peu chelou, il faut l'admettre. Le Baxter Building, célèbre QG des 4 Fantastiques, est présent dans le film, et d'ailleurs a été mis en vente par Zillow pour la promotion du film, et l'annonce montrait un prix de 4 444 $ avec 4 chambres, 4 salles de bain, et qui recouvrait 4 444 mètres carrés. Franchement, ça c'est du bon marketing. Dans le film, le laboratoire de Reed que vous pouvez voir a été entièrement construit pour la production, divisé en 3 zones avec chacune des couleurs primaires et chacune reflète en fait une manière de penser, un aspect de son travail quotidien. Rouge pour la recherche, jaune pour la réflexion et bleu pour la surveillance. Sinon, on sait depuis le 28 juillet 2024 que Michael Giacchino est le compositeur des 4 Fantastiques Premier Pas et rejoint son 6e film du MCU après avoir signé les bandes originales de Doctor Strange, Spider-Man Homecoming, Far From Home et No Way Home, mais aussi Thor Love and Thunder. Le thème principal a été par ailleurs disponible 1 an avant la sortie du film, dès début août 2024, alors que généralement la bande originale sort après ou pendant la diffusion en salle. On a compris qu'il voulait absolument rendre cette musique iconique et elle a été ajoutée à tous les trailers et à toute la promo. L'enregistrement s'est déroulé au Abbey Road Studios à Londres. À cette occasion, un chœur de 100 choristes des London Voices ont uni leurs voix pour la musique du film. Giacchino a affirmé que le défi numéro 1 était de différencier la musique du film de celle des Indestructibles qu'il a également composée. Rappelons que les Indestructibles en eux-mêmes sont grandement inspirés des 4 Fantastiques et de leur lore en tant que famille. Il a axé sa musique sur l'idée d'un univers optimiste fondé sur des liens de famille et entre amis. Giacchino a pensé sa musique comme un mix entre celle de L'étoffe des héros de 1983 et de la parade électrique de Disneyland. Pour lui, c'était rare d'écrire une musique si tôt dans le processus. Le directeur photo du film, c'est Jess Hall, qui n'a pas fait énormément de films très populaires, mais qui a suivi Matt Shakman depuis WandaVision, notamment sur la série Monarch, qu'il a réalisé pour Apple en 2023, tout comme la monteuse du film. Cocorico, le français Yvan Lucas, est l'étalonneur du film, connu pour son travail sur des films comme Seven, Killers of the Flower Moon ou Barbie. Le but de l'étalonneur, c'est de trouver les couleurs et la densité les meilleures possibles pour les images. Kasra Farhani, qui a déjà travaillé en tant que chef décorateur sur la série Loki, fait son retour dans ce rôle. La série Loki et le TVA possèdent des aspects très rétro qu'on retrouve dans le film, donc son expérience elle est là, et je pense que vous allez reconnaître certaines manières de nous présenter les décors qu'on avait déjà dans Loki, et je trouve ça vachement cool en vrai. En plus, Farhani a été embauché ensuite sur Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, donc la patte des 4 Fantastiques va rester un petit peu. De plus, les costumes ont été créés par Alexandra Byrne, célèbre pour son travail chez Marvel pour les 2 premiers films Avengers, Thor, Doctor Strange et les Gardiens de la Galaxie. Elle n'avait pas travaillé avec Marvel depuis 2016 et Doctor Strange a fait son grand comeback. Son dernier film, tout court, était The Flash en 2023 pour DC. Côté scénar, maintenant, Marvel Studios a commencé à rencontrer des scénaristes pour écrire le projet dès février 2021. Le scénario du film a d'abord été confié à Jeff Kaplan et Ian Springer, principalement connus pour leur comédie, qui travaillent déjà depuis plusieurs mois sur le script quand Shakman a été engagé en septembre 2022. En mars 2023, Josh Friedman, scénariste de la saga Avatar, de la Guerre des Mondes ou de Terminator Dark Fate, a été recruté pour réécrire le script et lui donner une dimension plus ambitieuse, plus cosmique et sûrement plus dramatique. Il aurait été épaulé par Cameron Squires, les deux travaillaient précédemment sur le film Star Trek abandonné par Shakman, et enfin Eric Pearson, déjà reconnu chez Marvel pour Thor Ragnarok et Black Widow, qui a la réputation de mener les projets à leur terme,
est intervenu à la mi-février 2024 pour finaliser et peaufiner le scénario, juste avant l'annonce officielle du casting principal. Le scénariste de WandaVision, Peter Cameron, aurait aussi contribué de près ou de loin au scénario. Ce qui est aussi officiellement le cas de Cat Wood pour son premier film. Grant Curtis, producteur de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et de Moon Knight en 2022, produit Les 4 Fantastiques aux côtés de Tim Lewis, qui a déjà produit une grande partie de la saga Harry Potter, et Mitchell Bell, qui coproduit tous les grands films de Marvel Studios depuis ses débuts. Sans oublier évidemment Feige et Luis Desposito qui sont les producteurs historiques, en plus d'être des exécutifs. Passons en revue certains détails sur les personnages du film. La chose dans le film est un mélange entre costume réel, motion capture et CGI. Des centaines d'artistes VFX ont participé à donner vie à Ben Grimm. Les équipes ont collecté un maximum de données sur le visage de l'acteur Ebon Moss-Backrack qui a dû se raser de très près pour ça. C'est la première fois qu'Ebon fait de la motion capture et il a confié avoir reçu des messages encourageants de Mark Ruffalo qui a démystifié un peu le processus à travers un long texte lui expliquant comment rendre l'expérience plus facile, ce qui a beaucoup aidé Moss-Backrack qui avoue avoir été un peu effrayé par cette technologie au premier abord. L'acteur Andy Serkis, un spécialiste reconnu de la motion capture qui a été le célèbre César dans la saga La Planète des Singes, a aidé au tournage de la motion capture de la chose. Ebon a souligné la grande générosité de Serkis lors de la collaboration. Anecdote vraiment marrante, le réalisateur Matt Shakman a révélé qu'un vrai rocher nommé Jennifer a été utilisé comme modèle pour la chose. Je cite: nous sommes allés dans le désert et nous avons trouvé un rocher qui ressemblait exactement à ce que nous pensions que la chose devait être. Nous l'avons filmé dans chaque plan où la chose apparaît dans le film, dans tous les angles d'éclairage. C'est vraiment marrant, mais plutôt intelligent. Lorsque Ebon a gagné son deuxième Emmy consécutif pour son rôle dans The Bear, le 15 septembre 2024, vers la fin du tournage, le casting du film lui a envoyé des fleurs et du champagne avant la cérémonie et une carte d'encouragement, ce qui l'a ému aux larmes. Pour clôturer sur le personnage, dans le film, on retrouve sa fameuse réplique culte des comics It's Clobbering Time, souvent traduit par Sava Castagni en français, qui est un peu sa marque de fabrique. Intéressons-nous maintenant à Johnny. Joseph Quinn et Kevin Feige ont repensé Johnny Storm pour être un peu moins homme à femme. Quinn a déclaré que cette version est moins insensible aux sentiments des autres, expliquant qu'un coureur de jupons insouciant n'était pas très attachant de nos jours. Dans cette version, on se penche davantage sur les motivations de sa recherche d'attention permanente. Matt Shakman a choisi Joseph Quinn dans le rôle parce qu'il cherchait plus qu'un simple séducteur et accro à l'adrénaline, il voulait vraiment quelqu'un qui puisse être rêveur. Joseph Quinn a affirmé que leur challenge principal en tant qu'acteur était principalement dans ce film d'établir une dynamique familiale complexe. Pour s'intéresser un petit peu à Reed, c'est Vanessa Kirby qui a fait apprendre ses lignes à Pedro Pascal pour le film. Shakman a perçu Reed dans son esprit comme un mélange entre Steve Jobs, Albert Einstein et Robert Moses, en somme un génie, et l'esthétique rétro-futuriste du film vient directement de ses inventions. Sans oublier Robert Oppenheimer pour le côté destructeur de son art. Pedro Pascal a déclaré qu'une pieuvre lui a inspiré les mouvements de Reed lorsqu'il utilise ses pouvoirs d'élasticité. Il a dit: j'ai pensé à la brillance d'une pieuvre, et en fait c'est son animal fétiche depuis longtemps. Il a eu une expérience avec une pieuvre lorsqu'il était jeune, il l'avait capturée dans un seau et elle avait attendu pour s'échapper quand il n'y prenait plus attention, et il a eu même des posters de pieuvres dans ses chambres, etc. Ouais, c'est un malade mental, et c'était intimidant de jouer Reed Richards parce que vraiment il voulait, Pedro, que les gens soient heureux de son adaptation, et il s'est appuyé sur son entourage pour traverser cette expérience. Il a aussi dit que le tournage des 4 Fantastiques c'était vraiment sa meilleure expérience professionnelle qu'il ait jamais eue. Et pour ses pouvoirs d'élasticité, en fait la source d'inspiration ce serait Alex Ross, parce que Matt Shakman voulait absolument que les articulations et la structure osseuse de Reed restent intactes au combat. Vanessa Kirby a déclaré de son côté qu'elle avait intégré des éléments de l'aspect plus sombre de Sioux dans les comics, malice à sa performance. Elle a dit avoir toujours été intéressée par le chaos de la féminité, la manière dont une femme peut à la fois être forte et puissante, mais aussi une mère qui donne naissance, qui est déjà un acte de super-héros en soi, comme elle aime le dire. D'ailleurs, Vanessa Kirby est tombée enceinte quelques mois seulement après la fin du tournage des 4 Fantastiques Premier Pas, de son premier enfant, et elle a dit qu'elle avait beaucoup appris de son rôle dans le film, qui va l'aider à devenir une meilleure mère. Pour elle, la Sue des années 60 était presque, je cite, un paillasson. Elle a donc essayé de s'imprégner de l'essence de ce que le personnage représentait à chaque génération. Dans cette version, Storm est à la tête de la Future Foundation, c'est elle qui a permis d'atteindre la paix et la démilitarisation globale. Vanessa Kirby s'est passionnée de physique quantique en préparant son rôle. Je cite: je pourrais parler sans fin de la fréquence vibratoire cellulaire. Elle était très impliquée, mais il n'y a pas qu'elle, c'est de manière générale tout le casting qui a commencé à faire des recherches communes. Ebon Moss-Backrack a dit qu'ils avaient parlé à des astronautes qui avaient regardé beaucoup de vidéos autour d'Apollo. Vanessa Kirby voulait comprendre les pouvoirs de Sue Storm scientifiquement, et donc elle et Shakman ont regardé des images de réfraction de la lumière, d'altération moléculaire. C'est allé très très loin. D'ailleurs, les pouvoirs de Sue Storm dans le film ont été créés à l'aide d'un effet d'optique qui aurait très bien pu être utilisé dans les années 60, et ils ont été créés à l'aide de vidéoprojecteurs entre autres. Shakman a conçu le couple Sue et Reed de sorte que Richards est la personne la plus intelligente au monde sur le plan scientifique et logique, alors qu'elle est la personne la plus intelligente émotionnellement. À eux deux, ils construisent une société idéaliste.
Pedro Pascal et Vanessa Kirby sont devenus très très proches lors du tournage, ils sont apparus souvent dans des événements main dans la main, montrant énormément d'affection l'un pour l'autre, et Vanessa a même été aperçue ensuite à l'anniversaire de Pedro Pascal. Vanessa Kirby a déclaré n'avoir jamais eu de partenaire de jeu masculin aussi bienveillant, solidaire et généreux, ni dans la relation, ni dans le personnage féminin qui lui fait face en la personne de Pedro Pascal. Franklin Richards, c'est le fils de Reed et Sue, et le premier super bébé de l'univers Marvel au cinéma. En tout cas, réel, parce qu'on a eu les enfants de Wanda dans WandaVision, mais voilà, c'était qu'une illusion. Mais c'était déjà eux qui avaient été imaginés par Matt Shakman. D'ailleurs, c'est marrant de se dire que les deux seules héroïnes enceintes que l'on a vues dans le MCU l'ont été dans deux projets de Shakman, Wanda et Sue. Vanessa Kirby a déclaré que c'était inhabituel dans un film Marvel qu'il y ait une naissance au milieu de l'histoire, et c'est intéressant, car les héros doivent prendre des risques pour ce bébé, et je suis d'accord avec elle. Shakman et elle étaient conscients qu'il n'y avait pas vraiment de mère avec son bébé dans les archétypes de super-héros, ils ont décidé de changer ça. Par ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le bébé principal qui a tourné dans ce film-là, le rôle de Franklin Richards, un garçon, eh bien, était en fait joué par une petite fille du nom de Ada, et il y avait aussi d'autres bébés impliqués. Forcément, Shakman a remarqué que les adaptations précédentes des 4 Fantastiques combinaient toute origin story pour mener un affrontement avec Dr Fatalis, Dr Doom, un personnage qui prend selon lui beaucoup de place. C'est pourquoi ils ont décidé de présenter un méchant iconique encore jamais présenté convenablement, Galactus. Marvel a recherché des acteurs latinos pour le rôle et a rencontré Antonio Banderas, puis Javier Bardem, qui n'a pas pu car il était occupé sur le tournage du film F1. C'est finalement Ralph Ineson et sa voix rauque qui a été casté en Galactus en mai 2024. Il a été ému de l'accueil que les fans lui ont fait après les grands noms qui ont été mentionnés pour incarner le dévoreur de planètes. C'est son fils qui est un très grand fan qui lui a fait découvrir de nombreux comics alors que Shakman ne lui avait refilé entre guillemets que la trilogie Galactus originale, et il a aussi étudié des catastrophes naturelles pour comprendre l'impact de Galactus. Il s'est entraîné avec sa voix dans des cavernes pour voir l'étendue d'une voix aussi puissante. D'ailleurs, comme Superman sortait à petit peu près en même temps, il a envoyé un message à Nicholas Hoult qui joue le méchant de Superman, donc Lex Luthor, en lui disant qu'il allait jouer un meilleur méchant que lui. Et Walt lui a répondu c'est pas juste, t'es une entité cosmique, je suis juste un mec. D'ailleurs c'est le deuxième rôle de Ralph Ineson dans un film du MCU, puisqu'il avait déjà été dans un tout petit rôle de ravageur dans le premier film Les Gardiens de la Galaxie. Galactus est partiellement en pratique dans le film, Shakman et ses équipes ont construit un costume entier pour lui, et ils ont fait de nombreux tests photos pour déterminer quelle serait la bonne échelle pour le personnage. Ineson il a été filmé dans le costume comme s'il était une miniature sur fond blanc avec un éclairage très lumineux afin que son image puisse être agrandie tout en conservant une netteté optimale. Kevin Feige a révélé en novembre 2023 qu'il avait montré des visuels de Galactus du jeu Fortnite et plus précisément de l'événement The Devourer of Worlds à l'équipe du film pour capturer l'apparence et le gigantisme du personnage. Le 15 novembre 2024, Ineson a annoncé sur les réseaux sociaux avoir presque terminé le tournage de ses scènes et a exposé ses cadeaux de fin de tournage offerts par Marvel avec une petite tête métallique de Galactus mais aussi un sweat Carhartt offert par le cher Shakman avec le vaisseau du film, l'Excelsior, sur la manche, qui semble avoir été donné à tous les acteurs puisqu'on a vu Pedro Pascal avec le même. Julia Garner a été choisie pour incarner Chalabal, une version féminine du Silver Surfer qui est sa héraldesse, sa servante. Dans les comics Marvel, Chalabal est l'amante de Norrin Radd, le Silver Surfer original, et devient très brièvement une surfeuse dans quelques cases de Earth X. L'annonce du casting révélée en avril 2024 a suscité pas mal de critiques chez les fans qui dénonçait un gender swap du fait que Norrin Radd n'est pas impliqué, lui qui est très largement le plus célèbre héros de Galactus, mais en réalité à voir ce qu'ils veulent faire du personnage, ça peut être intéressant et rien ne dit que Norrin Radd ne peut pas apparaître ensuite. Garner a travaillé avec les 4 acteurs principaux du film et elle a passé beaucoup de temps en particulier avec Joseph Quinn qu'elle adore vraiment. C'est aussi la première fois qu'elle faisait de la motion capture, elle aussi, et elle a tourné pour son premier jour la scène de l'avertissement avec des centaines de figurants sur un grand plateau de nuit. Ça devait être assez intimidant, je l'avoue. The Fantastic Four First Steps sera le deuxième film du MCU et le 22e au total dans l'histoire à avoir des scènes tournées au format d'image complet IMAX 1.43.1, soit une image complètement carré qui prend tout l'écran. Le réalisateur Matt Shakman et le directeur de la photographie Jess Hall ont également tourné des séquences supplémentaires sur une pellicule 16 mm et 35 mm. Matt Shakman a indiqué qu'à chaque apparition de Galactus dans The Fantastic Four First Steps, le format passe à 1.43, donc le format un petit peu carré, seulement évidemment dans la version IMAX. Le directeur de la photographie de la deuxième équipe, Tim Wooster, a confirmé qu'il a utilisé un ancien appareil photo 16 mm appartenant à son père pour certaines scènes. Je cite, nous avons pu saisir certaines des techniques des années 60 pour rendre ce look aussi authentique que possible, et c'était amusant de voir notre équipe prendre certaines des choses de leurs propres étagères pour aider à faire ce film, ce qui implique qu'il n'est pas le seul à l'avoir fait, et qu'on a des gens qui sont allés trouver leur propre caméra. Ça c'est franchement quelque chose d'assez rare.
Matt Shakman décrit son film comme une course spatiale des années 60 tournée avec des objectifs d'époque, des miniatures et des décors pratiques. Il s'agit de Kennedy et d'optimisme, un mot sur lequel il est revenu à de nombreuses reprises. Il s'agit d'imaginer ces 4-là qui vont dans l'espace au lieu de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Ce sont les personnes les plus célèbres d'Amérique parce qu'ils sont des aventuriers, des explorateurs, des astronautes et des super-héros. La série Star Trek a été une vraie source d'inspiration à ce titre, puisque Shakman pense qu'elle représente bien l'optimisme des années 60 et le regard tourné vers l'espace. Il est évident que ce projet a été influencé par le fait que Shakman bossait juste avant sur un film Star Trek. Fantastic Four First Step s'inspire aussi de l'approche de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Le producteur Grant Curtis a déclaré: Sam revenait toujours au matériau d'origine, Matt l'a toujours regardé de la même manière. Curtis et Shakman ont même rencontré John Dykstra, waouh, c'est pas facile, la légende des effets visuels aujourd'hui semi-retraité qui a travaillé avec Curtis sur les 2 premiers films Spider-Man de Raimi. Ce qu'ils ont appris de Dykstra, c'est qu'il fallait se replonger dans le cinéma des années 50-60 et étudier les mouvements de caméra. À l'époque, les effets visuels n'étaient pas aussi développés et les films ne pouvaient pas facilement emmener le spectateur dans l'espace et dans d'autres mondes, et voilà, ils ont compris qu'ils devaient respecter les limites de l'époque à laquelle ils faisaient le film. Pour les scènes qui se déroulent dans l'espace, Interstellar de Christopher Nolan, mais aussi Apollo 13 ont été de très grandes inspirations, avec toujours bien sûr 2001 l'Odyssée de l'espace. La production comprenait une miniature de vaisseau spatial de 4 mètres de haut, réalisée dans l'esprit des miniatures utilisées par Kubrick pour 2001 l'Odyssée de l'espace. Shakman a déclaré: je voulais vraiment que ça donne l'impression d'avoir été fabriqué en 65, comme l'aurait fait Stanley Kubrick, dans la mesure du possible. Il a répété plusieurs fois que le processus de création et le film en lui-même étaient très largement inspiré par Kubrick. À propos, le vaisseau des 4 Fantastiques s'appelle l'Excelsior, en référence à ce mot que le créateur des personnages Stan Lee employait souvent et utilisait pour signer, un terme latin signifiant plus haut, toujours vers le haut. Matt Shakman décrit le style du film comme le point de rencontre entre Kirby et Kubrick. Kirby étant caractérisé par ses dessins de machines de science-fiction, les comics originaux des 4 Fantastiques et l'Odyssée de l'espace étant les principales références visuelles. Il a aussi tiré inspiration de films des années 60 qui sont pas forcément autour de l'espace, mais plutôt du futurisme et tout ça, et donc on a forcément les James Bond. Il a aussi tiré inspiration de French Connection et d'autres, mais il n'a pas forcément tout spécifié. Mais aussi, pour construire son monde, il s'est basé sur le travail de dessinateurs comme Alex Ross, Paolo Rivera ou encore Phil Noto, qui ont été importants pour Shakman dans la compréhension de ce qu'il voulait faire visuellement avec ce film. Donc ça, c'est purement visuel. Côté scénario, il est allé piocher dans plusieurs histoires des 4 Fantastiques, et étant un grand fan des personnages, il a tiré également inspiration depuis Kirby et Stanley de John Byrne, de Mark Waid et Ryan North. Il y a 5 comics qui ont officiellement servi de base au scénario des 4 Fantastiques. Premier pas, Fantastic Four numéro 1 de 1961 par Stan Lee et Jack Kirby, qui introduit l'équipe, présente comment ils obtiennent leur pouvoir lors d'une mission spatiale exposée à des rayons cosmiques et les oppose à l'homme taupe et ses créatures. Le film se base aussi sur la trilogie Galactus de 66, Fantastic Four numéro 48 à 50, un arc légendaire où l'équipe affronte pour la première fois Galactus et rencontre le Silver Surfer. Enfin, la mini-série Fantastic Four Life Story de 2021 de Mark Russell et Sean Isaacsey, qui offre une relecture moderne et réaliste de leur parcours, en imaginant l'équipe vieillissant en temps réel depuis les années 60 et qui se prépare à l'arrivée de Galactus. Matt Shakman a insisté sur le fait que les comics de Jonathan Hickman l'ont grandement inspiré. Ce sont les comics qu'il a relus à l'élaboration du scénario du film, enthousiasmé par le conseil des Reed et fasciné par les confrontations épiques, notamment contre Annihilus, mais c'est vraiment la compréhension de la dynamique familiale de la part de Hickman qui a le plus marqué et influencé notre cher Matt Shakman. Plusieurs artistes des comics 4 Fantastiques ont pu visiter le plateau de tournage, parmi eux figure Cebulski, rédacteur en chef de Marvel, mais également David Bogart, les artistes Sarah Pichelli et Alan Davis, ainsi que les auteurs Matt Fraction, Dan Slott, Chip Zdarsky, Mark Bagley, Ryan North, Tom DeFalco et Heather Davis. Autant de créateurs qui ont contribué à l'héritage des 4 Fantastiques. North et Zdarsky ont affirmé de leur visite qu'ils avaient un sentiment sur le plateau de soin et d'imagination qui ne ressemble à aucun film qu'ils avaient vu et ont été impressionnés par les décors comme Yancey Street, mais aussi par Herbie. D'autres créateurs de renom dont Jonathan Hickman ont été invités mais n'ont pas pu être présents, lui c'est parce que son passeport n'était plus valable pour se rendre à Londres, c'est ballot. Donc Matt Fraction et Mark Buckingham ont également visité le plateau de tournage justement dans le cadre de leur collaboration avec la production du film. En avril 2025, on a appris que Marvel Comics et Marvel Studios annonçaient la sortie d'un comics one-shot intitulé The Fantastic Four First Steps, écrit par Fraction et illustré par Buckingham. Cela marque la première collaboration entre Marvel Comics et Marvel Studios sur un projet se déroulant dans l'univers d'un film spécifique du MCU. Le comics a été mis en vente pour le 2 juillet avant la sortie du film, et il est censé se focus sur le début des 4 Fantastiques. La première bande-annonce du film a été publiée le 4 février 2025. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Queen et Buzz Backrack sont apparus lors d'un
événement organisé par les fans au US Space and Rocket Center à Huntsville en Alabama, connu sous le nom de Rocket City, pour lancer la bande-annonce. Le teaser a été visionné 202 millions de fois au cours des 24 premières heures, ce qui en fait le 3e meilleur démarrage pour une bande-annonce des studios Marvel, après celle de Deadpool et Wolverine avec 365 millions et Spider-Man No Way Home avec 355 millions. Elle est devenue la vidéo la plus tendance sur YouTube et un live stream du lancement du teaser qui a été fait donc avant qu'on ait pu le découvrir, c'est devenu le plus regardé de tous les temps par Marvel. Bon, ça a été battu par l'annonce du casting d'Avengers Doomsday, vous avez capté. D'ailleurs, le premier teaser était sorti un 4 février et ça fait February 4, donc F4, voilà, c'est génial, comme référence au Fantastic Four, tout simplement. Lorsque les billets ont été mis en vente, l'application AMC Theatres a planté pour de nombreux utilisateurs alors qu'ils tentaient d'acheter leurs billets. Donc le film, il a vendu plus de billets lors de son premier jour que tout autre film en 2025 sur le site Fandango jusque-là au moment de la prévente. Le premier screen test, la première version du film a été projetée le 27 mai 2025 au soir. Marvel a promu les 4 Fantastiques premiers pas avec la mention présentée en Fantastivision. C'est un clin d'œil à VistaVision, un format de film grand écran des années 50 par Paramount qui utilisait un film horizontal pour une meilleure qualité d'image. La scène post-générique du film a été réalisée par les frères Russo pendant la production d'Avengers Doomsday et en réalité c'est Robert Downey Jr. qui incarne pour la première fois à l'écran Dr. Doom avec son masque. La musique dans cette post-crédit est d'ailleurs celle de Alan Silvestri qui est celui qui fait la musique des films Avengers suivants, tout comme les Russo, qui les réalisent, Avengers Doomsday et Secret Wars, et on sait que les Russo étaient super impliqués dans le film, que ce soit pour essayer de comprendre les personnages pour leur propre film, essayer de voir un petit peu les décors, comprendre l'univers, et du coup, ça fait partie aussi de l'histoire de ce projet. Et puis, on pourrait finir avec le nom First Steps. First Steps, c'est premiers pas, ça fait référence à la naissance de Franklin Richards dans le film, mais aussi au début des 4 Fantastiques, et aussi en lien avec la Lune, les premiers pas sur l'espace dans les années 60. Voilà, il est vraiment multidimensionnel ce titre et il est très efficace. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était huge, elle était grande, mais elle était passionnante. Je pense que ça se refera après. Voilà, ça prend énormément de temps, donc on va essayer d'espacer les choses, mais je pense que si ça fonctionne, je le referai. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à aller voir d'autres vidéos de la chaîne aussi. On parle d'Avengers Doomsday, on va parler aussi de la série Harry Potter et d'autres petites choses assez croustillantes dans les prochaines semaines. Et sur ce, passez une très bonne journée, après-midi, soirée, nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais j'espère que vous allez bien. Et surtout, n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.